Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo sur un sujet un peu particulier, j'aimerais vous donner quelques news concernant l'avancement des projets et le futur de la chaîne. Tout d'abord, sachez que mon docu sur Hendrix est presque prêt et que ce sera normalement la prochaine vidéo. J'espère du fond du cœur qu'elle vous plaira et je vous le dis maintenant, mais si c'est le cas, si vous la regardez et que vous l'aimez, je compte sur vous pour la partager en masse, c'est simple, c'est un des plus gros projets de ma life, donc vraiment, j'espère qu'elle va vous plaire. Et deuxièmement, je vous parlais dans la dernière vidéo d'un projet que je suis actuellement en train de travailler concernant par exemple la place des femmes dans l'industrie, l'influence que les artistes ont sur leur public, et en fait ce projet ça sera une espèce de talk show, peut-être en live si c'est pas trop compliqué à mettre en place, mais dans tous les cas voilà, j'aimerais mettre en place un petit plateau sur lequel on parle d'un sujet en particulier concernant de près ou de loin l'industrie musicale. Je cherche alors pour ce premier épisode qui va porter, comme vous l'avez sûrement deviné, sur la place des femmes dans l'industrie musicale, 2 ou 3 personnes qui seraient déterres pour venir échanger à ce sujet. Alors pour participer, il y a 2 ou 3 conditions. Premièrement, il faut être majeur. Deuxièmement, il faut avoir le temps de préparer une chronique. Chaque intervenant doit venir avec une chronique qu'il aura bossé en amont pour venir en discuter avec les autres invités. Il faudra pouvoir se déplacer sur Clermont, donc bloquer une journée pour venir sur Clermont. Les déplacements sont évidemment à mes frais. Et aussi être disponible pour 2 ou 3 réunions en visio avant pour peaufiner un petit peu le sujet. Bref, si ça vous intéresse, toutes les infos sont en description. J'attends vos candidatures avec impatience. Bon, en tout cas, j'ai vraiment très hâte de vous montrer ça. Je vous laisse tranquille. Bonne vidéo. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, encore une, ça commence à devenir sérieux cette histoire. Bon, vous avez lu le titre et vu la miniature, aujourd'hui on va parler d'un personnage qui ne s'est pas démarqué de par ses talents musicaux, mais pour son histoire sordide. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un hors-série. D'ailleurs, vous me direz si ça vous plaît qu'on parle d'autre chose que des groupes et des artistes, donc faire un peu des hors-sujets comme ça, même si c'est étroitement lié quand même à l'industrie musicale et à l'époque que j'ai l'habitude de traiter, les 60s et les 70s. Je dois vous avouer que j'ai pas mal hésité avant de tourner cette vidéo. Ce personnage dont on va parler aujourd'hui est un symbole de la pop culture, et je sais que en parler, eh ben ça glorifie encore plus le personnage et ça entretient le mythe. Mais mon objectif ici n'est pas de le glorifier. Oh non. J'avais besoin et envie d'attaquer ce morceau d'histoire par un angle un petit peu différent, un angle que je n'ai pas spécialement vu dans les multiples œuvres qui parlent du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'impact qu'a eu Charles Manson sur notre société, mais surtout sur la vague hippie des 60s. Vous savez très bien à quel point cette période de l'histoire m'est chère, et ce personnage a malheureusement joué un immense rôle dans le passage des 60s aux 70s. Alors mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, aujourd'hui on parle du psychopathe qui a infiltré Hollywood pour arriver à ses fins, celui qui a tué les hippies et les 60s. Aujourd'hui, on parle de Charles Manson. Charles Millie Maddox a connu une enfance désastreuse. Sa mère était une prostituée malfaitrice et alcoolique de seulement 16 ans, et son père, un militaire qui s'en alla directement après sa naissance. Après que sa mère ait été jetée en prison pour un vol à main armée, Charles, qui a emprunté le nom de famille de son beau-père, fera des allers-retours chez son oncle et sa tante, eux aussi enclins à la violence. Il sera plus tard envoyé dans de multiples camps pour garçons, dans lesquels il fera ses armes de jeune délinquant. Bref, Manson se mariera une fois, mais continuera ses allers-retours dans les centres de détention, jusqu'à sa libération en 1967. D'ailleurs, il suppliera les gardes et le personnel de la prison de le laisser enfermer, considérant que la prison était devenue sa maison, et qu'il n'était pas prêt à retourner dans le monde réel. Tu m'étonnes, le mec a 32 ans et a passé la moitié de sa vie en prison. Bon, jusqu'à présent, à part un petit délinquant voué à passer sa vie derrière les barreaux, rien de bien méchant. Mais c'est justement là que les choses prennent une tournure plus profonde. Un peu de contexte. J'adore cette phrase. Vous le savez certainement, les 60s ont en quelque sorte appartenu aux hippies. Paix, amour et Woodstock, ce slogan désormais considéré comme cliché, était en réalité assez en accord avec le combat et l'utopie hippie. Je réaliserai un jour une vidéo sur ce mouvement car ce dernier est né de multiples circonstances sociales, et en parler ici n'est pas mon objectif. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce mouvement, avec la guerre du Vietnam, a pris de plus en plus d'ampleur et sera à son apogée à la fin des 60s. Cet apogée fut brève, car à partir des 70s, et ce malgré le succès de Woodstock en 69, le mouvement connaîtra un déclin étonnamment rapide. Ceci peut se comprendre par de multiples raisons. Parmi elles, le fait que la guerre du Vietnam se calme, que la décennie touche à sa fin, que le mouvement et la musique hippie connaissent un succès si fort qu'il devenait peu à peu un business, l'âge vieillissant de ses partisans et la mort de certaines figures du mouvement,
Bref, tout était un peu réuni pour terminer ce mouvement hippie à l'aube des 70s. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre élément qui a bien précipité les choses. Retour en 1967. Manson sort de prison contre sa volonté après avoir été diagnostiqué agressivement antisocial. Jusque-là, tout va bien. En sortant, Manson vagabonde avec une petite idée en tête, devenir une superstar de la musique. En effet, il découvre les Beatles en prison et ce sera une révélation. Mais ça, on y reviendra plus tard. Bref, il part à Los Angeles pour rencontrer du monde et se construire une carrière. Charles va utiliser de son charme et de son éloquence pour se faire des amis, mais se rendra vite compte que son magnétisme fera plus que ça. Les jeunes qu'il côtoie, et surtout les jeunes filles, semblent être complètement obnubilés par sa personne. Qu'à cela ne tienne, pourquoi ne pas utiliser ce charme pour fonder un groupe de fans et le faire monter en puissance, lui faire rencontrer des gens du milieu, peut-être même lui faire connaître le succès. Ce qu'il faut savoir avec Charles Manson, c'est que d'une façon extrêmement morbide, il était là au bon endroit, au bon moment. À la rentrée 1967, c'est la fin du Summer of Love. On assiste à une légère déprime des jeunes qui viennent de connaître un été riche en émotions, en art et en drogue, un été qui a été synonyme de partage de ses utopies, de ses rêves et de ses passions. Manson, en sortant de prison, part alors à la chasse de ces jeunes vulnérables. Il ira alors à même la rue, rencontrer ces jeunes filles, leur parler, les lire, puis les emporter avec lui. Et oui, j'ai bien dit les lire. Manson était doté d'un grand sens de l'observation et maniait l'art de la rhétorique à la perfection. Et ici, même si on parle de jeunes vulnérables, ce ne sont pas que des jeunes filles seules, sans amis et sans le sou, que Manson choisira. Loin de là, certaines de ses futures fidèles étaient même les populaires de leur école, issues de familles riches, brillantes en classe et fortement appréciées de la majorité. Charles Manson semblait sentir les vulnérabilités de ses victimes et les utiliser pour son propre intérêt. Il lisait ses victimes et savait exactement quoi faire et quoi dire pour qu'elles le suivent. Leslie in high school, very bright. She's gorgeous, all the boys love her. She plays baritone sax in the marching band, for gosh sakes. Leslie Van Houten is an example of how people can be very normal, but all of us have vulnerabilities, and Manson could smell it. I seem to want more living out of life than what was expected of young girls at that time. A one-time nice little kid as she grew up in Northern California, Susan became a popular babysitter, captained her school swimming team, and sang in the church choir. Then when her mother died, Susan Atkins ran away from home, and she fell in with a dangerous little man who had spent virtually his whole life in jails. And so at 18, Susan Atkins became one of Charlie's girls, as they were called, one of the first. More would join her, and in time, all of them would develop a fanatical loyalty to Charles Manson. So that you could pick it up any second and shoot. And I kept thinking, this is fate. Because he's exactly what I was looking for. As among all Charlie's followers, the greatest true believer. People who met him wanted to be like him. Men, especially, wanted to have that kind of charisma. So they would do the things that he did, but they didn't do them with the same spirit. Bref, avec le temps, Manson se forgera alors une petite communauté. Jusqu'à présent, rien de très dangereux. Ils iront s'installer dans de multiples lieux jusqu'à atterrir dans le Spahn Ranch, un lieu de tournage emblématique des westerns des années 50 et 60. Et c'est là que tout va commencer. Manson met en route sa machine, son mécanisme visant à le faire percer. Il va créer la famille. Tout d'abord, il isole ses futurs disciples en leur faisant poser bagages loin de la ville. For Manson, like any demagogue, if you're trying to take followers and make them buy into your reality, you want to get them away from outside influence. Ensuite, il leur fait perdre la notion du temps. I was cutting off my past, and in my own brain it was like, I can't go back. You could absolutely not talk about your past at all. Pas d'anniversaire, pas de montre, et interdit de parler du passé. And one thing we didn't have is watches. The whole idea was to let time disappear. There was no time. We gave up our birthdays. Et après cela, Manson mettra en place des cérémonies quotidiennes, dans lesquelles il aura le rôle de pasteur, et distribuera à ses fidèles des doses de LSD afin de réaliser un trip collectif. Sauf que sa dose à lui était évidemment bien moins chargée. Les orgies deviendront aussi quotidiennes. Puis peu à peu, les filles deviendront les esclaves sexuels des garçons, et c'est notamment comme ça que Manson invitera des hommes dans le ranch. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes filles qui seront chargées d'aller alpaguer des célébrités dans les rues de LA afin de commencer à construire la carrière de Charlie.
Dennis Wilson est un beau surfeur, séducteur dans l'âme, qui a pour habitude de brûler la vie par les deux bouts. C'est aussi le batteur des Beach Boys. Alors qu'il roulait tranquillement dans sa décapotable, Dennis laissa monter 2 autostoppeuses à bord. Il rigola un bon coup avec elles et les déposa chez lui en leur disant qu'il devait passer au studio avant de rentrer. Et à son retour, quelle ne fut pas sa surprise quand il vit toute la famille installée dans toutes les pièces de sa maison. C'est alors ainsi que Dennis fit la rencontre de Charles. Une amitié se liera entre les deux hommes. Enfin, une amitié... Disons que Dennis ne fait pas exception à la règle. Il sera complètement charmé par Manson, qui appuiera précisément là où ça fait mal. Dennis était souvent moqué, que ce soit par ses frères Beach Boys ou même par le public ou la critique, sur le fait que son talent à la batterie était très limité. Effectivement, Dennis est un peu le mouton noir de la famille Wilson. Vagabond, amoureux de la fête et des femmes, et batteur moyen, souvent remplacé en studio, Dennis a du mal à trouver sa place. Manson le verra directement et sautera sur l'occasion pour faire de Dennis un de ses plus fidèles disciples. Bref, les mois passent et Dennis propose finalement à Manson de l'introduire aux gens du milieu, pour qu'il commence à se faire un nom, ce que Manson, évidemment, acceptera. En effet, Charles, en prison et après, a pris le temps de composer quelques chansons et de travailler son jeu de guitare, et d'après Neil Young qui l'aurait rencontré, il n'était pas si mauvais. Oh, awesome. I said, this guy, he's good. It's just a little out of control. Bref, Dennis finit par présenter Manson à Terry Melcher, un musicien-producteur ayant fait un boulot remarquable sur de grands titres des années 60. Ce dernier, intrigué par le personnage, sera à un moment intéressé par l'idée d'enregistrer Manson, et même de tourner un documentaire sur lui et la famille. Puis un jour, Manson découvre la chanson Never Learn Not to Love des Beach Boys, qui est une reprise quasiment exacte de Cease to Exist, une composition à lui. Cependant, les paroles ont été changées et Manson n'est absolument pas crédité. I gave Dennis Wilson a bullet, didn't I? I gave him a bullet because he changed the words to my song. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à ce moment précis, Manson pète un câble. Mais il se contient. Il a encore besoin de Melcher pour le signer. Il menacera alors Dennis et sa famille, mais en même temps continuera de brosser Melcher dans le sens du poil. Sauf que plus tard, Melcher décide de ne pas signer Manson, car il le trouve trop instable. En effet, il aurait assisté à une baston entre Charles et un mec ivre, et puis de toute manière, Melcher ne savait pas trop quoi faire de lui. Anéanti de voir sa future carrière s'éclater au sol, et dévasté de réaliser que son rêve d'être plus connu que les Beatles s'effondre, Manson décide que l'heure est à la vengeance. Il harcèlera alors Terry inlassablement jusqu'à aller chez lui, mais malheureusement, ou heureusement, il ne tombera pas sur lui. Hello, can I help you? Oh yeah, hey man, I'm looking for Terry. I'm a friend of Terry's and Dennis Wilson's. Well, Terry and Candy don't live here anymore. This is the Polanski residence now. Really? He moved? Dang. You know where? Who is it, Jay? It's okay, honey. It's a friend of Terry's. Yeah, just take the back path. Five people stabbed and shot to death at her Los Angeles home 10 days ago. The killers have still not been found. Bon, l'histoire, on la connaît. Le 8 août 1969, Manson enverra ses disciples Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian tuer les occupants de l'ancienne maison de Terry Melcher, le but étant d'envoyer un message au producteur. Ils feront 5 victimes, dont la jeune actrice Sharon Tate, qui était enceinte. Le lendemain, la même équipe et d'autres iront assassiner Leno LaBianca, le PDG d'une chaîne de supermarchés, ainsi que sa femme Rosemary. Je vais faire volontairement l'impasse sur toutes les théories qui existent concernant le mobile du meurtre. Bon, je vous mets un petit récapitulatif rapido. En gros, dans la chanson Helter Skelter des Beatles, Manson y voyait une prédiction d'une guerre apocalyptique entre les Noirs et les Blancs, et c'est pour cela qu'il envoya ses disciples tuer des riches blancs pour que la faute soit jetée sur les Noirs et que la guerre commence. Bon, cette théorie deviendra très connue grâce ou à cause du bouquin du même nom sorti par le procureur chargé de l'enquête. Sauf qu'un docu sorti en 2017, interviewant Manson juste avant sa mort, détruit un peu cette théorie. Bref, et là je vous parle même pas des centaines de bouquins qui sont sortis sur le sujet. Vengeance, paranoïa, psychose, volonté de détruire la bourgeoisie, envie d'être connu, racisme... Toutes ces théories sont possibles, mais le but de cette vidéo n'est pas de classer l'enquête. Et maintenant, comme vous le savez, je suis obsédé par l'impact que les grandes figures de ce monde ont eu sur notre société. Alors, décryptons cela. Charlie, what were you thinking of when you saw Linda Kasabian yesterday? I was thinking of how pretty she looked. Are you upset with Linda? No, not at all. Do you think she will testify for the prosecution? That's up to Linda. Do you care? Care? Yeah, whether she does or not. That's up to her.
She hasn't got anything to do with me. But don't you have any feelings about it? Feelings? All my feelings are good. The sun was out this morning. You notice it? Pourquoi Charles Manson fascine la planète? Comment est-il devenu une icône de la pop culture, sachant que ses seuls faits d'armes sont des meurtres atroces d'innocents, commis par des jeunes personnes complètement omnubilées par celui qu'on appelle désormais le gourou des hippies? Ouais, ça fait une longue question, hein. Mais la réponse est dans la question. Comme je vous le disais, Charles Manson et sa famille ont en quelque sorte contribué à tuer l'ère hippie. Il faut bien comprendre que Manson, présumé vide d'émotions, narcissique et déterminé, de par son talent d'orateur et son analyse poussée des humains qui l'entourent, est le prédateur suprême des hippies qui vivaient d'innocence, d'un mode de vie répandant la paix. La confiance en l'autre était de mise chez les hippies, mais surtout à cette période. C'est d'ailleurs pour ça que cette époque est souvent considérée comme celle où les gens ne fermaient pas leur porte d'entrée à clé. Il a regardé le mouvement, l'a analysé, et l'a complètement retourné à coups de belles paroles et de drogue. Cet acte, une fois analysé et compris par le plus grand nombre, va choquer la planète entière. Jusqu'à son procès, Manson jouera son personnage de fou, de gourou charismatique, tout en se défendant d'avoir tué qui que ce soit. Ses fidèles feront de même, suivant leur héros qui s'est ramené au tribunal avec une croix gravée sur le front. Croix qui deviendra une croix gammée. Évidemment, comme prévu, des hordes de journalistes viendront essayer de décrypter Manson, et celui-ci s'en languira, jouant avec son visage et ses mots, comprenant alors très bien que c'est comme ça que son nom restera gravé dans toutes les têtes, et que son but aura alors été atteint. Alors les témoignages de journalistes affluent, sortant livides de la salle d'interview, comprenant le puissant pouvoir mental de Manson. Un prédateur, c'est ce qu'est Manson. Mais jusqu'à présent, on considérait les tueurs en série comme des hommes reclus, sans pitié et tuant de leurs propres mains des innocents. Manson prit alors la place presque d'une nouvelle espèce d'humain. C'est alors vrai. Un homme peut vous retourner avec une facilité déconcertante, vous rendre fou, et vous vous retrouverez une douce nuit d'été à tuer une starlette de cinéma magnifique et enceinte dans sa propre maison. Du jamais vu. De tout ceci naîtra une fascination pour ce danger public qui n'a tué personne de ses mains, mais qui est responsable d'un des meurtres les plus choquants de l'histoire moderne. Manson a certes marqué notre société par la violence incroyable des meurtres commis par sa faute, mais aussi par son charme et sa place de marqueur temporel, celui qui a fait passer les 60s, qui semblaient être éternels, aux 70s. L'idée hippie, celle qui prône le changement pour le bon, l'amour et la paix, Manson l'a trucidé. Il a fait mentir un mouvement entier, l'un des plus importants du XXe siècle. C'est un crime inédit et un personnage inédit, et c'est pour ça qu'il reste autant gravé dans l'inconscient collectif. De plus, il existe des traces de ces morceaux, ce qui peut alors amener à une curiosité malsaine. Comment une telle personne peut écrire et chanter de la musique, art étant censé être le reflet de notre âme? Bref, Manson le fou, Manson le gourou, l'incompris. Ses grimaces et le souvenir amer de ses actes resteront malheureusement gravés pendant très longtemps. Manson est mort en 2017 à 83 ans, laissant derrière lui la célébrité qu'il a toujours voulu avoir. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère honnêtement qu'elle vous a plu. J'ai vraiment douté à commencer à l'écrire et puis à la tourner, et je vais sûrement douter quand je vais la monter. Sachez que mon but n'est pas de glorifier le personnage, mais peut-être d'apporter des précisions sur ce personnage qu'on connaît que de nom, et de loin, et que notre société a tendance à glorifier. À force de voir des représentations de lui dans les films, d'entendre des rumeurs concernant sa musique ou sa vie, il y a un peu une désinformation et une fascination qui émergent. Et voilà, je voulais en parler et rapporter les faits. J'espère que vous avez kiffé. Bon, dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que c'est celle sur Hendrix. Dans tous les cas, mon planning est fait pour la moitié de l'année 2021. Cette année, les gars, c'est notre année. On se tient au courant, prenez soin de vous. À la prochaine sur l'intimité du rock.